Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vais attaquer avec l'oracle du paradis et de l'enfer pour voir de quoi on va parler. Je vais prendre 2 cartes pour commencer, pour voir un peu les énergies. Ouf, il y en a trop qui sont tombées. Je vais prendre celle qui est tombée sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a? Luxure et faible volonté et plan impossible. Ok. Alors ici, ces 2 cartes racontent une seule histoire. La première idée, le désir qui prend le pouvoir. Asmodée, luxure et faible volonté ne parle pas forcément de sexualité. En philosophie, la luxure est plus largement l'incapacité à résister à une impulsion. Donc ça peut être ici vouloir être reconnu, vouloir réparer l'irréparable, obtenir une réponse. Ça peut être aussi convaincre ou encore vouloir contrôler l'issue. La faible volonté, c'est pas un manque d'intelligence, c'est le moment où nos désirs dirigent nos choix. La deuxième idée, l'esprit construit alors des châteaux de cartes, plan impossible, qui elle devient une conséquence. Lorsque le désir devient le pilote, l'esprit se met à fabriquer des scénarios qui ne tiennent plus compte du réel. On commence alors à penser, je vais trouver la solution parfaite, si je fais encore ça, tout changera, ou il suffit d'un détail pour que tout s'arrange. Autrement dit, on refuse les limites du réel. Et je crois que le message pourrait être un truc comme que le véritable enfer ne consiste pas à désirer, il consiste à laisser le désir écrire une histoire que la réalité ne raconte plus. Ou je vais même encore aller plus loin. Plus notre volonté s'affaiblit face à une obsession, plus notre esprit devient capable de fabriquer des projets irréalisables pour continuer à nourrir cette obsession. Et d'ailleurs, je trouve ici qu'il y a une progression assez forte entre les 2 cartes. D'abord, je ne maîtrise plus ce qui m'attire. Ensuite, je ne maîtrise plus ce que j'imagine. En fait, ça, c'est une pente très humaine. Ok. Alors, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est à quel moment un rêve cesse-t-il d'être un rêve pour devenir une prison qu'on entretient soi-même? On va monter l'accès en dessous du fauteuil, comme d'habitude. Attends, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Les difficultés spirituelles. Et une deuxième. Et l'ego et la haine. Et haine, pardon. Ok. Là, je trouve que ça répond quand même avec une logique assez brutale, enfin même assez violente. Si je mets de côté toutes les lectures ésotériques, la carte de difficulté spirituelle, ça parle en réalité d'un phénomène très humain. On se raconte que notre souffrance est une quête spirituelle, alors qu'elle est parfois simplement une incapacité à accepter la réalité. Bon, ça, c'est dur à entendre, hein, j'en conviens. À force de vouloir trouver un sens à tout, on peut finir par ne plus vivre. On analyse, on interprète, on attend le signe de plus, et pendant ce temps, mais la vie, en fait, elle avance sans nous. Autrement dit, le rêve devient une prison quand il remplace l'expérience. Pour la carte de l'ego N, celle-là, elle est... En fait, elle est encore plus frontale. Moi, je la lirais pas comme une haine de quelqu'un, moi, je la lirais plutôt comme la haine de ce qui contredit l'ego.
L'ego adore avoir raison. L'ego adore que l'histoire corresponde à ce qu'il avait prévu. Quand la réalité, elle dit non, l'ego répond « ce n'est pas possible » et ensuite « c'est injuste ». Et puis parfois, elle dit aussi « je refuse ». Et c'est là que naît une forme de haine. Pas forcément contre une personne, mais contre la réalité elle-même. Et là, je suis désolée, mais je vais être très cash. Le rêve devient une prison le jour où tu préfères protéger ton récit plutôt que regarder ce qui est. Parce que regarder ce qui est, ça oblige parfois à faire le deuil d'une relation, le deuil d'une version de soi, le deuil d'un avenir imaginé, et ça, l'ego déteste ça. L'enfer ne commence pas quand le monde nous ment, il commence quand notre ego préfère une illusion confortable à une vérité qui libère. Alors, la question maintenant, c'est de savoir qui est enfermé dans ce mécanisme. Est-ce que c'est toi qui me regardes? Ou est-ce que c'est la personne à laquelle tu penses? Alors là, je vais développer les deux hypothèses. Si c'est toi qui me dis oui, en fait, c'est exactement ce que je suis et ce que je vis, tu nourris encore une illusion, tu refuses peut-être une vérité qui te fait peur, ton ego protège une histoire qui n'existe plus, et tu cherches du sens là où il faudrait peut-être enfin accepter une fin. Si c'est la personne en face de toi, c'est potentiellement quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière de ses pulsions ou de ses blessures, qui construit des projets complètement irréalisables mais explosés au sol. Elle refuse de remettre en question son propre récit et son ego l'empêche de reconnaître certaines vérités. Ici, le tirage ne désigne pas un coupable, ça décrit un mécanisme. À toi de voir où il résonne le plus justement. Et si la vraie question, ici, c'était de ne pas savoir qui est concerné, mais pourquoi cette dynamique existe entre vous? Ok. Il y en a deux. On va essayer directement. Attends, je vais les mettre ici parce que sinon ça ne va pas tenir. Alors, on a la carte de l'ingratitude et on a la carte de famine et maladie. L'ingratitude ne désigne pas forcément quelqu'un qui dit merci ou non. Ça parle plutôt d'un état intérieur. Ne plus voir ce qui est déjà là parce qu'on est focalisé sur ce qui manque. Et ça, en fait, c'est le terrain idéal de l'ego. On ne voit plus les possibilités, mais on voit seulement les absences. Pour famine et maladie, là encore, je ne vais pas la lire littéralement. La famine est le symbole du manque. La maladie est le symbole de ce qui se propage lorsqu'on ne traite pas la cause. Donc, autrement dit, une frustration entretenue finit par contaminer toute la manière de voir le monde. Alors, à savoir si ça te concerne toi personnellement ou la personne en face de toi, ici, ça ne me permet pas de désigner une personne. Au contraire, ça déplace la question. Vous cherchez qui est responsable, alors que le vrai sujet est le manque qui nourrit la relation. Autrement dit, moi, ça me semble plus parler d'un individu, mais plutôt d'une dynamique, de quelqu'un qui vit dans le manque, qui nourrit une frustration et qui ne voit plus ce qui existe parce qu'il est absorbé par ce qui lui échappe. Est-ce que c'est toi qui me regardes? Peut-être. Est-ce que c'est l'autre? Peut-être aussi. Pour l'instant, ici, mais les cartes, elles tranchent pas. Mais elles affirment quelque chose de beaucoup plus intéressant.
La relation est gouvernée par un sentiment de manque, et ça, c'est différent. Ok. Qu'est-ce que cette personne refuse encore de voir? Il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Alors, l'indiscrétion et le mensonge, la fierté et les conflits religieux et autres. Bon, là, on est quand même sur une réponse très incisive. Si je les lis ensemble, il y a une progression assez claire. Indiscrétion et mensonge. Moi, je ne m'arrêterai pas aux mensonges adressés aux autres. Le premier mensonge est celui qu'on se raconte à soi-même. Donc ça peut être minimiser une situation, embellir une réalité, cacher une vérité ou simplement ne pas vouloir nommer ce qui est devenu évident. L'indiscrétion ici, elle ajoute pas une notion, une idée intéressante. Ce qui devait rester intérieur et parasité par le regard des autres, ou inversement, on laisse entrer des influences extérieures qui brouillent notre propre discernement. Le conflit religieux et autres, moi je le dirais comme un conflit de croyances. Ici, ça ne renvoie pas forcément à la religion, ça peut symboliser des convictions très profondes. Je suis persuadée d'avoir raison, les choses devraient se passer comme ça, et je ne peux pas accepter une autre lecture que ça. Autrement dit, c'est plus un conflit avec une personne, mais c'est un conflit entre la réalité et les croyances. Et la clé dans tout ça, c'est la carte de la fierté. La fierté n'est pas la confiance en soi, mais c'est l'incapacité à remettre son récit en question. Si j'admets que je me suis trompée, tout s'effondre. Alors, qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère défendre une histoire plutôt que de reconnaître un fait. Et donc, si je rassemble les 3 cartes, moi, ça me dit que cette personne refuse peut-être de voir que ce n'est pas la vérité qui la retient, mais l'histoire qu'elle s'est construite autour de cette vérité. Et la fierté empêche de la déconstruire. Le plus grand mensonge n'est pas toujours celui qu'on raconte aux autres, c'est parfois celui que notre ego continue de raconter pour éviter de devoir changer. Qu'est-ce que cette personne protège encore ici? Voilà. Le travail infructueux, le mensonge et le renversement de l'autorité. Bon, là, la réponse, elle est quand même vachement sévère. Hein. Alors, ça raconte quoi? Le travail infructueux, c'est le premier coup de marteau. Cette personne, tu me diras si ça te parle, hein, parce que là, je suis partie dans un truc complètement hallucinant. Cette personne continue d'investir de l'énergie dans quelque chose qui ne produit plus rien. Elle insiste, elle recommence et elle espère un résultat différent. Mais le mécanisme, lui, est toujours stérile. Et donc ça fait écho à Plan Impossible qui est sorti au début. On avait cette carte, je crois. Parce qu'elle est là. Celle-là. Le renversement de l'autorité, bon, elle est bien située parce qu'elle est, elle est justement placée au milieu, c'est une carte centrale. Moi, philosophiquement, moi je la lis comme que... c'était pas français, mais c'est pas grave. L'ego s'est installé à la place de la vérité. Et l'autorité, ici, n'est plus réelle. L'autorité devient à ce que je veux croire, ce que je veux ressentir, ce qui m'arrange, ce qui me protège de ce qui protège, pardon, mon identité. Autrement dit,
On ne se laisse plus corriger par le réel et ça, c'est énorme. Le mensonge, là, je le lis pas comme un mensonge adressé aux autres, mais plutôt comme un mensonge qui permet au système de continuer à fonctionner. Parce que si ce mensonge tombe, tout le reste tombe avec lui. Et en fait, ce qui m'interpelle un peu, c'est que depuis le début, on ne parle presque jamais des événements, mais ça parle d'une manière dont un être humain peut s'enfermer psychologiquement. Si on regarde un peu la progression, qu'est-ce qu'on avait? Je crois que la première, c'était faible... Il n'y avait pas un truc... Faible volonté, je pense qu'on avait ça, non? Non, non, c'est pas ça. J'ai rêvé. Si, pardon. C'est luxure et faible volonté. Puis on avait les difficultés spirituelles. Ici. Puis qu'est-ce qu'on avait Ah ouais, mais il y avait celle-là, les plans impossibles. On avait le manque, le mensonge et l'ego. On avait... Mensonge. On avait pas un truc avec les membres? Non, on avait indiscrétion, ego et mensonge. Et haine. Oui, pardon, et haine, c'est ça. On avait la fierté. On avait inversion de l'autorité aussi. Je sais plus où je les ai mis. Bref, tout ça, c'est pas un hasard. Il y a une logique là-dedans. Le plus grand des mensonges, c'est pas celui qu'on dit aux autres, c'est celui qu'on permet de continuer à défendre une réalité qui n'existe plus. L'enfer ne commence pas lorsqu'on ignore la vérité. L'enfer commence lorsqu'on fait taire la vérité pour protéger une histoire. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette personne dans ce type de comportement? Attends, je vais ranger ça. Je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui motive vraiment le comportement de cette personne? Alors, libertin et renégat et passion peu naturelle. Oh putain, c'est quoi ce truc? Ok. L'association est... Comment dire? Je cherche le mot. Hein. Corrosive. On va dire ça comme ça. Alors, dans libertin et renégat, le mot qui me saute aux yeux, c'est pas libertin. C'est justement l'autre, c'est renégat. Le renégat, c'est celui qui renonce à ses propres principes dès qu'ils deviennent contraignants. Autrement dit, comment je vais traduire ça? Les règles sont bonnes, mais uniquement pour les autres. En gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, il adapte sa morale à ce qui le sert. Aujourd'hui, il va te dire blanc, demain, il te dira noir. Sans problème. Pourquoi? Parce que la cohérence, c'est pas sa priorité. Par contre, l'intérêt personnel l'est complètement. Pour les passions peu naturelles, là, je ne le lirai pas comme une sexualité débridée ou quelque chose de choquant. Moi, je vois plutôt ça comme des désirs qui ont pris le dessus sur les valeurs. C'est-à-dire... Putain, c'est lourd, ça. Le besoin de dominer, de posséder, de gagner, de séduire, de contrôler, d'avoir raison. Le désir devient plus important que la vérité.
Et si je mets les deux cartes ensemble, j'obtiens quelqu'un qui fonctionne selon une logique très simple. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est juste, c'est ce qui me profite à moi. Et ça, excusez-moi du terme, mais putain, je trouve ça vachement brutal, hein. C'est exactement ce que racontent ces deux cartes ensemble. C'est quand même lourd, hein. Ouf. Cette personne qui ne semble pas chercher la vérité, mais qui cherche à préserver son pouvoir sur son propre récit. Et si sur ce propre récit, une vérité menace, elle est contournée, elle est réécrite, ou alors elle est niée. Parce que reconnaître la réalité lui coûterait beaucoup trop cher psychologiquement. Et alors, ce qui est une dinguerie, mais c'est c'est incroyable, c'est qu'en fait, ici, on ne parle pas d'amour. Du tout. Mais alors, vraiment pas. On parle d'ego, de mensonge, de manque, de fierté, d'illusion, d'inversion des responsabilités, du refus du réel. Et en fait, ici, on est presque dans une étude philosophique du rapport au pouvoir et à soi-même. Et ici, le véritable danger n'est pas toujours celui qui ment aux autres, c'est celui qui finit par croire à son propre mensonge parce qu'il ne peut plus supporter la vérité. Waouh! Bon, tu me diras en commentaire hein, si ça te parle, parce que là, vraiment, j'en ai presque des bouffées de chaleur. Et qu'est-ce que cette personne cherche désespérément à éviter, en fait? Bon, après, j'ai changé de genre, mais c'est parce que je trouve que l'oracle, le paradis de l'enfer, ça répond quand même vachement bien aux questions. Allez. Je vais aller me chercher une clope, après ça va me détendre. Je vous jure, je suis hyper tendue. Guerre et conflit. Préjugés. Opposé extrême ou discorde. Bon, je précise que je ne suis ni psychologue ni psychiatre, hein. J'ai absolument aucune formation là-dedans. Ce que je propose ici, c'est une lecture symbolique et une réflexion beaucoup plus philosophique sur les mécanismes humains et pas un diagnostic, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, que cherche cette personne désespérément à éviter? Là, on change légèrement de registre. La guerre et conflit, moi, ça me dit que cette personne semble éviter le conflit intérieur. Pas forcément le conflit avec les autres, le conflit avec elle-même. Parce que reconnaître certaines vérités créerait une guerre interne complètement insupportable. Alors elle déplace cette guerre à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. La carte de l'opposé extrême ou discorde, là je crois qu'on touche quand même quelque chose. Ça évoque une difficulté à supporter la nuance. Donc ici, tout devient avec moi ou contre moi, gagnant ou perdant, victime ou bourreau, fidèle ou traître. Et les positions intermédiaires disparaissent. Le monde devient binaire, et quand le monde devient binaire, le dialogue devient presque impossible, voire même complètement impossible. Et là, on a le verrou avec le préjugé. Ce n'est pas seulement juger les autres, c'est aussi refuser qu'un fait puisse remettre en question une conviction déjà bien ancrée. Autrement dit, la conclusion existe avant les preuves. Pas les épreuves, hein, les preuves. Tout ce qui confirme est accepté, tout ce qui est contredit est rejeté. Et donc, si je rassemble les trois cartes, je dirais que cette personne cherche peut-être à éviter une chose extrêmement simple, douter d'elle-même. Parce que le doute, ça ouvrirait immédiatement le conflit intérieur avec cette carte-là, l'effondrement de sa vision binaire avec celle-là,
et la remise en question de ses certitudes avec celle-là. Et donc, ça représente un coup psychologique phénoménal. Certaines personnes ne craignent pas la vérité, elles craignent ce que la vérité les obligerait à devenir. Ou pour même encore aller un peu plus loin, ce n'est pas le conflit qu'elle fuit, c'est le prix qu'il faudrait payer pour reconnaître qu'elle s'est peut-être trompée. Et ça, quand vous êtes face à une personne qui a un ego, mais alors ultra méga surdimensionné, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Ok. Je voulais faire une vidéo courte, mais là je pense que on est parti pour un moment. Hein. Donc, si à un moment donné ça se coupe, vous étonnez pas qu'il y ait 2 épisodes. Hein, je vous préviens tout de suite, si vous voulez connaître la fin, parce que bon, ce sera quoi la chute de ce fonctionnement en fait? Ce sera quoi la chute de ce fonctionnement? La ligne qui est tombée, je vais aller la chercher. Le retard. Et le luxe. Ok. Et en dos de paquet, j'ai la jalousie. Mon Dieu, mais c'est qui? Franchement, si ça te parle, je veux savoir qui c'est, moi. Bon, c'est pas la chute spectaculaire à laquelle je m'attendais. En fait, c'est un peu plus cruel que ça. Avec le retard, la première idée, c'est le prix à payer, c'est le temps perdu. À force de lutter contre la réalité, la vie avance, les occasions passent, les relations se terminent, les gens évoluent. Et quand la personne finit par comprendre ça, ben en fait, il est bien souvent trop tard pour retrouver ce qui a été perdu. Et moi, je trouve que cette carte, elle est d'une tristesse, mais sans nom. C'est dingue, quoi. Le luxe, ici, moi, je la lis pas comme l'argent, mais je lis ça plutôt comme l'illusion de toute puissance. C'est-à-dire le luxe de croire que tout est remplaçable, que les gens vont attendre, que les conséquences n'arriveront jamais et qu'on pourra toujours, quoi qu'il advienne, revenir en arrière. C'est un luxe que la réalité ne finance jamais très longtemps. Rarement. La jalousie, alors celle-là, bah ici le paquet met le paquet, on va dire ça comme ça. Une fois que les autres avancent, que les victimes, parce qu'ici on parle bien de victimes, reconstruisent leur vie, que certains réussissent, que certains deviennent heureux, il ne reste parfois qu'une seule chose, c'est regarder ce qu'on a perdu, et là la jalousie apparaît. Pas forcément parce qu'on voulait cette personne, mais parce qu'on supporte mal qu'elle vive bien sans nous. Et donc, ici on est quasiment sur on peut le dire, un essai philosophique. Le fonctionnement, c'est le désir, l'illusion, l'ego, la manipulation, la fierté, le mensonge, le rejet de la réalité et une guerre intérieure projetée sur les autres. Et la chute, c'est pas un effondrement spectaculaire, mais c'est beaucoup plus incisif et beaucoup plus silencieux que ça. C'est découvrir que pendant qu'on a essayé de contrôler les autres, en fait, c'est sa propre vie qui nous échappait. Et donc ici, on ne dit pas que, entre guillemets, parce que bon, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, on est clairement là-dedans, le manipulateur sera puni, c'est pas ça qu'on dit. Mais on dit plutôt qu'à force de vouloir contrôler la réalité, on finit parfois par être le seul à ne plus vivre dedans.
Mmh. Mon Dieu. Bon, on va aller voir ce que révèle le tarot que l'oracle du paradis et de l'enfer n'a pas encore montré. Et pour ce faire, dans la continuité, je vais prendre le tarot occulte. Rassurez-vous, c'est pas du tout de la magie noire, hein. C'est un nom de jeu de cartes, d'accord? Et je vais laisser l'oracle à côté parce qu'on aura peut-être encore besoin. Alors, que révèle le tarot? Non, il y en a trop. Alors, l'as de bâton dévoile les secrets sacrés, enseigne la fabrication des armes et l'art de la séduction. Ah, ça en dit déjà très long. Et la justice révèle les causes de la déchéance des anges, révèle le passé, le présent et l'avenir, enseigne les arts libéraux. Tiens. Avec l'as de bâton, l'origine. L'as de bâton, c'est normalement une impulsion, une force vitale, un élan de création, mais ça peut être aussi une affirmation de soi. Mais dans l'ombre avec Azazel, cette énergie en fait peut devenir une volonté de puissance, une impulsivité qui ne supporte pas la frustration, un besoin de prendre l'initiative pour ne jamais subir quoi que ce soit, et une peur profonde de perdre le contrôle. Autrement dit, le moteur est monumental, mais il peut être entièrement orienté vers la protection de soi. Et là, la justice qui représente pour moi le mécanisme devient très intéressante. La justice ici, elle ne parle pas seulement de loi, mais ça parle d'équilibre, de conséquences, de responsabilité et de vérité. Et donc, si cette énergie est vécue dans l'ombre, elle peut devenir une justice personnelle. En clair, ce qui est juste, c'est ce que moi, je considère comme juste. Et donc là, c'est plus du tout une réalité qui tranche, c'est le raisonnement de la personne. Et quelqu'un de très intelligent, comment je veux dire, de cultiver ou exerçant une profession libérale peut effectivement construire des raisonnements extrêmement élaborés. Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, ça me fait vraiment penser à une personne comme ça. Alors, c'est pas un défaut lié à son métier, mais c'est simplement que les capacités intellectuelles peuvent aussi servir à défendre une position avec beaucoup de cohérence apparente. Et donc, ce qui me saute un peu aux yeux, c'est que l'origine du fonctionnement pourrait être résumée comme une énergie très forte, l'as de bâton, mise au service d'un système intérieur qui cherche constamment à se donner raison. La justice dans son versant ombre. Et ça, c'est une combinaison, mais méga redoutable. Parce que la personne n'agit pas forcément en se disant je vais manipuler. Elle peut être sincère. Et. Enfin, pas sincère, mais. Comment je vais dire? Elle peut être sincèrement convaincue que j'ai raison, je suis juste et les autres ne me comprennent pas. Et c'est précisément ce qui rend certains fonctionnements si difficiles à remettre en question, c'est que ça ne repose pas uniquement sur de la mauvaise foi, mais parfois sur une conviction profondément ancrée, mais bien, bien, bien ancrée, hein. Et donc ici, enfin pour moi, le tarot commence à suggérer que la mécanique interne, c'est une énergie puissante qui se met progressivement au service d'une vision de la réalité que la personne défend coûte que coûte. Mon Dieu. Ah, franchement, dites-moi qui c'est, hein, parce que
Je crois qu'il aurait besoin d'aller adresser ça en thérapie. Mais bon, soit. C'est quoi son plus grand aveuglement, cette personne? Alors pourquoi je me pose cette question? Parce que mais la justice, en fait, elle pose toujours la question de la vérité. Et l'as de bâton, celle de la volonté. En gros, c'est qu'est-ce qu'il voit de travers? C'est plutôt ça la question, en fait. On a trop qui sont tombés, là, je vais pas les prendre. Parce qu'il y a un gros tas. Hop, ok. Le magicien. Le magicien. Bon, ceux qui me connaissent savent que la diplomatie, c'est pas forcément ce qui me caractérise le plus, mais je vais peser mes mots. Si je me fie uniquement à ce que racontent les cartes, on est face à un archétype, je vais l'appeler archétype, où la recherche du pouvoir, du contrôle ou de l'intérêt personnel semble avoir pris le dessus sur les repères moraux. Et donc, en gros, le tirage décrit un fonctionnement dans lequel les valeurs et la morale paraissent devenir secondaires dès qu'elles entrent en conflit avec l'objectif poursuivi. Baphomet ici représente l'ombre du magicien, donc une intelligence qui n'est plus guidée par la conscience, mais uniquement par la maîtrise, le pouvoir et l'intérêt. Et donc ici, ouais, d'ailleurs je vais faire la vidéo en 2 fois là, parce que moi il me faut un grand verre d'eau et une clope, hein, parce que c'est... Moi, je suis quelqu'un qui capte beaucoup, beaucoup, beaucoup les énergies, hein. Donc là, et là, putain, j'ai les côtes qui se... Je me sens oppressée. Bref, je reprends. Donc Baphomet, qu'est-ce que je disais? Ça représente l'ombre du magicien. Donc une intelligence qui n'est plus guidée par la conscience. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais par la maîtrise, le pouvoir et l'intérêt. Et donc c'est un archétype extrêmement sombre. Mais alors, très très sombre. Si cette lecture résonne avec une personne de ton entourage, mais les cartes décrivent un fonctionnement où la conscience morale semble progressivement s'effacer derrière cette féroce volonté de garder le contrôle, d'avoir raison ou de préserver tous ses intérêts. Et donc, en fait, ici, on est clairement devant une personnalité qui peut devenir, si ce n'est pas déjà le cas, profondément destructrice pour les autres. Bon, je vais m'arrêter là et je te propose de faire une extension si jamais ça t'intéresse. Mais là, moi, j'ai clairement besoin d'une pause, hein. Donc, je vais laisser les cartes là telles qu'elles sont, d'accord? Et je reviens, ok? Allez, à tout de suite.